Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette émission politiquement incorrecte. Je lance une alerte enlèvement ce soir. J'ai perdu ma voix, je ne l'ai pas retrouvée. Donc j'espère que cela n'handicapera trop. Oui, il y a même des voyelles que j'arrive pas à prononcer. Voilà. N'handicapera pas. Bon, bref, vous aurez compris que j'espère que tout se passera bien. Merci à mes camarades de ce soir d'être présents. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Oui, ça fonctionne, t'inquiète pas. Ça fonctionne, d'accord. Et bonsoir Hugo. Bonsoir messieurs. Au programme de cette soirée de politique, de débat, nous allons revenir sur les grands thèmes de l'actualité. On va pas revenir sur le crash de l'avion. C'était quoi ? C'était un avion de la Lufthansa ? Non, de la German Airlines. Voilà, mais on va revenir sur des sujets un peu plus de fond. Nous reviendrons en partie notamment sur un débat sur les frontières que Marc va nous présenter d'ici quelques instants. Nous reviendrons sur la déclassification d'un certain nombre de documents concernant le génocide rwandais. C'est un petit peu notre fil rouge depuis que l'émission existe, le génocide rwandais, puisque nous en parlons régulièrement. Eh bien, nous vous donnerons des nouvelles de cette affaire. Et puis, nous parlerons de l'affaire un petit peu de la semaine. Le Front National dans la tourmente. Jean-Marie Le Pen va-t-il se faire exclure du parti qu'il a fondé ? Vous le savez, il y a polémique puisqu'il est revenu sur les propos qu'il a à de maintes et maintes fois déjà prononcés, en ne reniant rien finalement de ce qu'il a toujours dit. Voilà, ça fait polémique cette semaine une nouvelle fois. Nous en parlerons dans cette émission. Et une des nombreuses polémiques, j'ai envie de dire, de cette semaine, c'est aussi l'affaire Jean Germain. On ne va pas y revenir dans cette émission en particulier puisque tout est dit en ce moment sur le sujet, mais voilà, cet homme politique qui s'est suicidé, ce sénateur, ancien maire de Tours, qui s'est suicidé rappelons rapidement les histoires. Il fut un temps, jusqu'en 2014, célébré des mariages, des faux mariages finalement dans sa mairie, des mariages de gens qui venaient d'Asie, qui venaient pour le folklore se marier en France pour de rire, j'ai envie de dire, mais qui dépensaient quand même une somme d'argent. Et en fait, il était accusé, cet homme politique, d'être complice de la personne qui organisait tout cela, qui travaillait à la fois à la mairie et qui possédait l'entreprise finalement. Et donc voilà, il y avait des histoires de prise d'intérêt dans cette histoire. Et donc en tant que complice, il devait comparaître. Et il s'est suicidé juste avant. Peut-être juste un mot de réaction, messieurs, sur cette affaire. Alors pour une fois, voilà, un homme politique qui met fin à ses jours avant le procès. Et rappelons que c'était un homme politique de gauche. Voilà, juste pour l'information. Enfin, dire que toute la classe, évidemment, politique s'en est émue, mais en particulier le gouvernement, Manuel Valls, François Hollande, Jean-Pierre Bel, l'ancien président du Sénat également. Oui, un homme de gauche qui met fin à sa propre vie. Ça rappelle évidemment l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy. Alors, concernant Germain, je connaissais pas particulièrement l'histoire des mariages chinois. J'en ai lu que quelques éléments. Ça me semble assez douteux quand même dans l'ensemble. Voilà, tu l'expliquais, des prises d'intérêt tout à fait douteuses, une intermédiaire qui jouait le double jeu de la mairie et de son entreprise, donc rémunérée par la mairie, elle s'octroyait elle-même les marchés. Voilà, c'est assez douteux. Je ne sais pas quelle était la responsabilité dans cette affaire de Jean Germain, du maire d'alors. Mais voilà, ça va tout de même, je pense, rendre tout le processus judiciaire un peu plus difficile encore, parce que voilà, évidemment, il devait comparaître, donc sur sa comparution, il va avoir... Je ne sais pas quel remaniement au niveau de la procédure va être ordonné, mais voilà, en tout cas, je pense que ça va ralentir la chose et puis ça ne va sûrement pas éclaircir la procédure. Bon, après, tout reste à voir et encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'affaire, je ne suis pas tourangeau,
Donc on verra bien. Je crois du coup que le procès a quand même commencé. Bien sûr. Mais bon, voilà, une affaire qui était dans la sphère médiatique cette semaine avec Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Voilà, Hugo? et qui était dans la sphère médiatique et qui ne va pas arranger malheureusement l'image Des politiques. Voilà, l'image des hommes politiques français. Comme je disais, moi, c'était une affaire que je connaissais assez peu et finalement, par son suicide, on l'a mis sur le devant de la scène et toutes les suspicions sont là sur Jean Germain. Voilà, Marc avait eu vent de cette affaire et j'imagine qu'évidemment ça ne redore pas spécialement le blason des hommes politiques que l'on peut avoir. Oui, oui, alors, oui, j'ai eu, enfin, c'est grâce à toi, hein, je te rassure tout de suite, Nico. Tu as beau avoir perdu ta voix, tu m'as quand même informé sur ce sujet. Je rappellerai juste que, bon, j'ai pas grand-chose à dire, c'est vrai que ça ne va pas redorer le blason des hommes politiques français, mais en tout cas, pour ce qui était de Pierre Bérégovoy, il reste quand même certaines zones d'ombre sur cette affaire. La version officielle, on va dire, il s'est suicidé, mais on ne sait pas si ce sont des intérêts, ou c'est pas un complot, mais en tout cas, si on ne sait toujours pas s'il ne s'est pas fait tuer, enfin assassiner du coup. Donc, en tout cas, c'était en plus dans une période de trouble. Début des années 90, me semble-t-il, je crois, ça doit être ça. Donc voilà, oui, c'est toujours c'est une affaire, mais bon, qui démontre bien que les hommes politiques, quand ils sont confrontés à la justice, soit la détournent, soit se détournent eux-mêmes de leurs prérogatives en se suicidant, ou alors des fois en s'exilant, ça dépend. Jean Germain avait en tout cas 67 ans. Bon, voilà pour cette actualité. On poursuit avec toi, Marc, justement, puisque tu souhaitais nous parler d'un article, me semble-t-il, d'un focus sur la question des frontières. Alors, je vais profiter justement de cette tribune à la radio pour répondre à un article qui nous a été conseillé par notre ami Raphaël, qu'on a déjà reçu ici. Et au lieu de répondre par un écrit un peu long où je n'aurais pas pu tout dire, j'ai préféré le faire à la radio. Et en tout cas, parce que c'est un vrai sujet. Donc, l'article s'appelle l'Afrique. C'est un article qui est paru sur le site du Monde, donc, qui s'intitule L'Afrique n'est pas victime de ses frontières. Précisons que tu ne fais pas que répondre à Raphaël, on n'est pas là pour, non, bien sûr, pour utiliser Skype, c'est pas la question. Je réponds en même temps à Raphaël, ce que je voulais dire, c'est débat. que c'est en préparant l'émission que Raphaël a soumis cet article et effectivement tu réponds qui mérite vraiment de faire un focus là-dessus, parce que c'est une question qui aujourd'hui soit est bien trop binaire. Soit les frontières n'expliquent rien, soit elles expliquent tout. Et c'est pas justement, c'est le faux débat de croire ça. Donc en tout cas, l'article s'intitule, je viens de le dire, L'Afrique n'est pas victime de ses frontières. Un article qui est signé de Camille Lefebvre, qui est une historienne, qui est chargée de recherche au CNRS, qui est dans le milieu africaniste très connu. En tout cas, c'est une historienne spécialiste de l'Afrique, notamment de l'Afrique du 19e dans la bande saharo-sahélienne. En tout cas, c'est une grande spécialiste de l'Afrique. Alors, ça m'interloque parce que elle, à propos des frontières, elle dit plusieurs choses à propos des frontières africaines. Elle parle principalement déjà du Sahara et de la bande sahélienne au 19e siècle. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner. Alors, selon elle, c'est le grand débat, dans la version la plus commune, souvent on dit les frontières africaines ont été tracées au 19e siècle par des colons qui se sont partagés un gâteau, traçant à la règle des frontières qui ne correspondaient à rien. C'est un petit peu ça la doxa générale qu'on a à propos des frontières. Alors elle se dit qu'il faut revoir ça. Alors elle explique que les colons, quand ils vont découper l'Afrique diplomatiquement, vont utiliser des frontières qui sensiblement étaient déjà existantes en Afrique. Par exemple, elle se sert du Niger et démontre que du Niger et d'autres exemples et démontre que des fois, comme c'est le cas, les frontières qui ont été tracées notamment entre l'Algérie française et la colonie du Niger, ces frontières ont repris des territoires qui étaient déjà séparés par deux chefs touaregs de l'époque. Donc en gros, la colonisation s'est servie de territoires qui étaient déjà plus ou moins tracés, plus ou moins territorialement cohérents. Ensuite, elle critique l'image justement de ces frontières africaines qui seraient soumises aux seules forces des impérialismes d'alors. Les colons sont arrivés, ils découpent l'Afrique comme des bouchers. Pour elle, il est nécessaire de prendre en considération des histoires locales. Ce qu'elle veut dire, elle revient sur le cas du Niger, elle explique que le Sahel, à l'époque, est déjà coupé en deux. Elle prend l'exemple de ce lettré Peul qui appelle au djihad contre un roi. Et cette guerre entre ce roi et ce Peul va donner naissance à deux territoires bien distincts. Et après, ce lettré Peul va
créer un sultanat et du coup, 2 territoires seront créés entre d'un côté ceux qui sont pour le djihad et qui du coup rejoindront le sultanat et de l'autre ceux qui s'opposent au djihad. Et elle remarque que lorsque les Français et les Britanniques vont arriver, ils vont se partager ce territoire et décident que la frontière qui séparera leur zone d'influence vont reprendre celle qui existait entre le sultanat, entre le djihad et ceux qui s'opposaient au djihad. Après, elle explique que des militaires coloniaux vont arriver dans cette partie du Sahel et vont tenter de mettre en place un gouvernement. Ils vont avoir du mal. Ils vont donc être obligés de s'appuyer sur des organisations politiques locales, territoriales existantes, notamment les chefferies. Et elle explique, pour tout dire, que la définition des territoires représente à l'époque des intérêts mutuels entre les Français et les comment dirais-je, les pouvoirs locaux. C'est-à-dire que il va y avoir, c'est ce qu'elle appelle, ce n'est pas unilatéral, les frontières n'ont pas été tracées unilatéralement. Les colons ont eu besoin de s'approcher des chefs locaux pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, elles avaient besoin de relais. Donc du coup, on se sert de ces pouvoirs locaux, et du coup, elle parle d'établissements frontaliers qui ont été une convergence d'intérêts. D'un côté, les colonisateurs qui recherchaient des alliés, et les autorités locales qui cherchaient à préserver leur pouvoir et leur indépendance. Donc voilà, coproduction des frontières, c'est ça qu'elle veut dire. Et elle en conclut que dans cette région du Sahel, la production frontalière n'a pas été unilatérale, sans pour autant qu'elle soit le résultat de territoires africains existants. Autrement dit, je le dis autrement, c'est-à-dire qu'on a des frontières qui ont été coproduites avec, entre guillemets, les forces coloniales et les autorités locales, mais qu'elles ne sont pas non plus des frontières qui délimitent des territoires déjà existants. Il y avait quelques organisations, mais après, on taille en gros, quoi. Si vous voulez, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, elle parle de coproduction. Et donc, pour elle, les frontières africaines ne sont d'une part pas absurdes, et pour elle, argument que je trouve assez bidon, toutes les frontières sont artificielles. Toutes les frontières étant artificielles, celles africaines ne sont pas plus artificielles que les autres. C'est toujours un découpage arbitraire. Je veux dire. Soit ça peut être une ligne de partage naturelle, montagne, fleuve, ou alors ça peut être décidé comme ça. Mais en tout cas, toutes les frontières pour elles sont artificielles et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, on était obligé de revenir sur cette question. Et il y a eu quelques commentaires déjà. Alors, j'ai relevé l'article hier, donc peut-être que d'autres commentaires sont arrivés. Il y a quelques commentaires qui sont assez intéressants. Et qui démontrent, alors Pierre Trutt, il s'appelle comme ça, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui expliquent que les frontières, certes, n'ont peut-être pas été créées arbitrairement seulement par les forces coloniales, mais qu'elles ont eu une autre conséquence, c'est qu'elles ont fait fi des frontières ethniques, et je le cite, qui s'étendent d'est en ouest. Premier truc. Et il conclut, aucune thèse ne peut être généralisée. Autre, Al-Beldi, qui précise, l'Afrique ne se limite pas au Sahel. Ce qui veut bien dire que c'est ça qu'il faut bien comprendre. On va faire un petit retour. C'est-à-dire que les territoires africains, je vais essayer d'être concis, ont été délimités par les forces coloniales lors de la conférence de Berlin, qui s'est déroulée de novembre 1884 à février 1885. Le but étant pour les puissances coloniales de l'époque de se partager et de diviser l'Afrique et de se répartir un petit peu les lots, si vous voulez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas tant un problème d'artificialité, ni d'arbitraire qui pose problème dans les frontières, mais de ce que des historiens ont appelé de prison des peuples. C'est-à-dire que, ethniquement parlant, bien évidemment, c'est-à-dire que les frontières africaines, elles ont beau, comme le dit Camille Lefebvre, être une coproduction, des fois, certainement, mais moi je précise qu'elles ont divisé des peuples. Alors soit les frontières africaines ont regroupé des peuples entre eux, différents peuples dans une même entité territoriale, soit elle a séparé des peuples. C'est-à-dire que un territoire assez vaste avant, il y avait plusieurs peuples, et en faisant des frontières, les peuples ont été découpés, et du coup, certains se sont vus retrouvés dans une même entité territoriale. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, c'est pour ça qu'on parle de prison des peuples, et on pourrait aussi parler de division des peuples. Donc, je citerai à cet égard Monsieur Hubert Deschamps, qui est l'ancien gouverneur qui a été l'ancien gouverneur des colonies et qui a fini sa carrière en tant que professeur africaniste à la Sorbonne, et qui précise « Les nouvelles frontières tracées en Europe sur des cartes à petite échelle, parfois fausses, étaient le plus souvent des lignes droites ou des cercles, toute une abstraction géométrique ne tenant aucun compte des peuples.
le plus souvent ignorés. De là, les découpages à la hache, une boucherie diplomatique, une gambie anglaise taillée dans les peuples wolofs et mandingues accordée à la France, les éoués coupés en deux tronçons, anglais et allemands. Et il conclut, je ne vais pas tout vous faire, de là, des souvenirs il conclut, les malaises constants en Afrique s'expliquent largement par l'absurdité des découpages européens. Et il conclut, c'est ça que je voulais dire, c'est le péché originel. Donc c'est la première chose que nous dit Deschamps. D'autre part, je ne suis pas d'accord avec Camille Lefebvre lorsqu'elle dit que les frontières étaient déjà quelque chose qui était connu en Afrique. Elle précise, elle dit oui, les frontières, ce n'était pas inexistant. On connaissait déjà la frontière était un concept qui était connu et même créé là-bas. Et ben là, je dirais que c'est faux. Parce que on peut noter notamment qu'il existait à l'époque des zones tampons, c'est-à-dire où chacun des peuples, des caravanes ou autres pouvaient passer, c'est ce qu'elle dit, mais aucun peuple n'appartenait, à part quelques sultanats, et encore on reste dans le nord de l'Afrique, il n'y avait pas vraiment de territoire qui appartenait à chacun, et d'ailleurs Thierry Michalon dit à cet égard, il dit « Ces espaces pouvaient être parcourus par les uns par les autres, mais in fine, ils étaient le domaine des esprits dans lequel nul ne s'aventurait. » D'autre part, le grand problème des frontières, c'est évidemment le problème de la transhumance. Avant, il n'y avait pas de frontières vraiment, mais ça n'existait pas, c'est un concept qui n'existait pas en Afrique. Il y avait du coup des transhumances millénaires qui s'opéraient. Hein, pensez aux Peuls, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, au Burkina Faso, avant, les Peuls du nord du Burkina Faso allaient d'est en ouest, pouvaient se déplacer. Et ça ne posait pas de problème niveau frontalier, puisqu'on pouvait se déplacer. En tout cas, Daniel Bach dit à cet égard, en instaurant la frontière linéaire comme principe exclusif d'encadrement de l'espace, la colonisation a entrepris de contester les usages de la frontière comme espace tampon. C'est ce que je viens de vous dire. Des délimitations précises et rigides ont été substituées à une logique organisationnelle qui permettait de transcrire dans le temps et dans l'espace la fluidité des allégeances et des rapports entre individus, groupes et structures politiques. Avec la remise en cause de l'épaisseur géographique inhérente à la frontière tampon, ce sont ces fonctions de front pionnier qui ont été brutalement contestées. Et je vais quasiment finir sur la citation. Autre citation du secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine d'antan, de quelle époque était secrétaire général, Edem Kodjo, qui dit que la carte politique africaine offre l'aspect démobilisateur et démoralisant d'un puzzle d'États précaires. Selon lui, Berlin a désintégré les peuples africains répartis entre États ayant souvent des orientations politiques différentes, dépourvus de vision perspectives identiques. Chaque frontière tracée sur la carte de l'Afrique par les géographes, diplomates et autres arpenteurs européens a détruit l'unité du peuple africain. Il faut constater que les frontières artificielles qui délimitent les États servent également à briser leur cohésion. Et pour nourrir une dernière fois ce que je veux dire, je citerai un des responsables de cette séparation frontalière, un des colons de l'époque, Lord Salisbury, qui écrit dans ses mémoires: nous avons entrepris de tracer sur les cartes des régions où l'homme blanc n'avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribués des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières ou ces lacs. C'est une personne qui était à l'époque à la conférence de Berlin, qui parle et qui dit ce qui s'était passé. Alors pour moi, le vrai problème de cet article, c'est qu'il déplace le problème. Il déplace le problème parce que l'Afrique n'est pas victime de ses frontières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les frontières n'expliquent pas les conflits ? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas victime de ses frontières parce qu'il y a une coproduction ? C'est assez difficile, c'est assez flou, on ne sait pas bien où l'auteur veut en venir. Alors, l'Afrique est-elle victime de ses frontières ? Je poserai la question d'une autre manière et je me demanderai est-ce que les frontières africaines sont les causes principales des conflits actuels. C'est ça la vraie question qu'il faut être posée, qui mérite d'être posée. Eh bien là, oui et non. Parce que les guerres africaines ne prennent que rarement leurs racines dans les divisions frontalières. Alors quelques exceptions, Hugo en connaît certainement une peut-être, sur laquelle il a déjà travaillé. Donc le Soudan, bien évidemment, l'Érythrée et l'Éthiopie aussi, et une partie du Sahara occidental, si vous avez en mémoire cette partie de l'Afrique du Nord. Donc division frontalière, ça n'explique pas grand-chose niveau conflit entre frontières, entre pays. C'est ça que je veux vous dire. Sur plus de 50 pays, il n'y a eu que 2 sécessions, Soudan du Sud et Érythrée. Donc ce n'est pas très important. Mais oui, elles sont la cause de les frontières sont la cause de conflits, mais de guerres internes, ou guerres civiles, si on peut les appeler comme ça, parce qu'elles forcent à vivre ensemble des peuples
qui ne souhaitent peut-être pas avoir la même, ne pas être digérés par un État qui les regroupe. Fait aggravant, c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que les frontières, je vous l'ai dit tout à l'heure, a regroupé des peuples. Elle en a divisé et regroupé. Ce qui fait qu'on a souvent des États. La Côte d'Ivoire reste un exemple où on peut parler de tectonique ethnique, parce que c'est vraiment un État avec 4 grandes répartitions territoriales. Chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois, ce sont les plus nombreux qui gagnent, ou alors il y a des coalitions ethniques qui se font. Donc c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que quand on pose la question des conflits africains, on ne peut pas éluder la question des frontières, parce que ce sont les frontières qui, après, en instaurant la démocratie, on cause les guerres civiles qu'on connaît aujourd'hui. Nigeria, Mali, c'est l'exemple le plus phare, on va dire. Le Rwanda, c'est d'un point de vue génocidaire aussi, c'est un vrai problème. Donc, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, en tant que frontière qui coupe ou regroupe des peuples, ces frontières posent un vrai problème, d'autant plus depuis que la démocratie, suite au discours de La Baule, a été quasiment imposée à l'Afrique. Parce qu'on regroupe des peuples et c'est à l'origine de toutes les guerres. Congo-Brazzaville, ça a démontré entre 90 et 2002 3 guerres civiles quand même. Le Mali jusqu'à peu, et ça va continuer, guerre entre le nord et le sud. Côte d'Ivoire entre M. Gbagbo et M. Ouattara. Voilà, tout ce problème, c'est qu'on est dans des pays qui vraiment, avec la démocratie, n'arrivent pas à fonctionner, d'où le problème des frontières. Il y a un autre problème aussi, c'est que quand on parle de frontières, on parle, et de territoire, du coup, on parle aussi de nation, d'État-nation. C'est souvent le concept phare quand on parle, quand on parle d'un pays, État-nation. Le problème, c'est que, étant donné que les nations, enfin, ce qu'on peut appeler, on veut dire plutôt les pays africains n'ont pas été créés par la volonté de tout l'ensemble de faire partie d'une nation et d'un État, il n'y a pas de nation en Afrique. L'État-nation, ça ne veut rien dire en Afrique. Enfin, pour moi. Pour moi, ça ne veut rien dire. Si les gens se sentent à l'extérieur, en Europe ou ailleurs, de dire « ouais, je suis Camerounais », d'accord. Quand on va dans les pays, on demande le plus souvent, et bon, pas que moi, hein, j'ai une petite expérience, mais en tout cas, quand on regarde les analyses qui sont faites en Afrique, tu viens d'où? Tu te ressens quoi? C'est pas « je suis Camerounais » ou « je suis Béninois » ou « Ghanéen », c'est « je suis de telle ethnie qui… voilà. Donc, il n'y a pas de nation. Alors, pour compléter, je citerai M. Thierry Méchant qui a écrit L'État en Afrique, Jean-Serge Massamba Makumbu qui a écrit Identité ethnique et conflit civil au Congo-Brazzaville, Papa Ogosek qui a fait une thèse excellente, j'ai trouvé, sur le concept de nation en Afrique, pour aller plus loin vraiment, Monsieur Christian Bouquet qui a parlé des frontières de manière excellente, je trouve, et Yves Persson qui a aussi travaillé sur les frontières. Alors, donc on voit bien que, je vais terminer là-dessus, on voit bien que l'Afrique est victime de ses frontières parce que la démocratie impose un jeu qui reprend les grandes compositions ethniques des pays. C'est un premier truc. Alors, au lieu d'être pessimiste, je vais vous poser une autre question désormais, c'est peut-on remettre en cause les frontières africaines? Alors, à la limite, si ça pose problème, est-ce qu'on peut la remettre en question? Bon, étant donné qu'il y a 1500 ethnies à peu près en Afrique, vous vous doutez bien que faire 1500 États, c'est pas vraiment possible. Il y a trois pays qui sont monoethniques, dont le Botswana et d'autres, mais bon, je ne reviendrai pas sur ces répartitions-là. Alors, ça semble impossible de remettre en cause ces frontières parce que, justement, donc 1500 ethnies, ce qui veut dire que soit, si on décide de faire un État par ethnie, ça reviendrait à faire des transferts de population, ce qui reviendrait, grosso modo, à faire des épurations ethniques, carrément. Hein. Mais c'est vrai, dans l'idée, c'est ça. Alors, il y a quelques exceptions où on peut dire que il y a certains États qui donc disposent d'un monoethnisme. Enfin, l'exception plutôt pour créer un État, pour redessiner les frontières, serait l'exemple d'un territoire monoethniquement cohérent et qui est installé sur un vaste territoire et qui économiquement est viable et où la population demande sécession. Alors, plusieurs exemples. L'exemple du Katanga, riche mais multiethnique, reste à la limite le Somaliland, mais là encore, c'est un vaste problème avec toutes les répartitions tribales de la Somalie. Alors, prenons l'exemple des 2 sécessions qui ont déjà eu lieu. Érythrée, Éthiopie en 93, Soudan du Sud en 2011. Alors, en Érythrée, le problème territorial est visiblement réglé, mais d'autres questions se posent. Parce que l'Éthiopie, depuis que l'Érythrée a fait sécession avec l'Éthiopie, elle ne dispose plus de débouchés maritimes. Ça ne pourra pas durer, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Érythrée
comment dirais-je, tente d'affaiblir l'Éthiopie en mettant en place de nombreux foyers autonomistes ou subversifs en fait, sur toutes les périphéries, notamment la Somalie, les frontières somaliennes et l'Ogaden. Pour ce qui est du Soudan du Sud, le conflit est réglé au nord, d'accord. Le Sud va très bien, il n'y a plus de conflit au nord, mais la confrontation en démocratie pose encore un problème parce que maintenant au sud se jouent des conflits électoraux et donc du coup des guerres civiles entre les Dinka et les Nuer. Donc ça pose un vrai problème. Donc les frontières, on ne peut pas les remettre en cause, c'est fini. C'est impossible. Ce qu'il faut bien que pour arrêter les conflits, et l'Afrique avec la démocratie et ses frontières est victime du coup de ce découpage territorial, il ne faut pas revoir les frontières, mais il faut d'abord tout revoir nos concepts à nous que nous avons apporté, l'État-nation, mais surtout, avant tout, revoir le principe de démocratie. Donc, Madame Camille Lefebvre, je ne vous ai pas là devant moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous déplacez le problème, en nous en croire que, puisque c'est une coproduction, ça ne pose pas de problème. Or, ça pose énormément de problèmes parce que l'État-nation, ce concept a été importé à la date des indépendances, et la démocratie a été imposée à l'Afrique, ce qui fait que l'Afrique est piégée dans le jeu politique, dans ses frontières. Eh bien, au moins, le décor est posé. Et nous allons ouvrir le débat. J'ai vu qu'Hugo buvait tes paroles et notait avec attention de nombreuses remarques. Je vais donc le laisser peut-être te pousser dans tes retranchements, je ne sais pas, contredire, confirmer ce que tu as dit à travers son analyse de la situation, puisque je sais qu'il a aussi bossé un petit peu les différents sujets de ce soir, évidemment. Comme toujours, Nicole. Évidemment. Alors, ça fait du bien de le faire remarquer des fois. Merci alors. Je buvais les paroles de Marc, oui et non. J'ai lu l'article comme lui de Camille Lefebvre. La thèse est assez alléchante de prime abord. Surtout qu'elle va à l'encontre de la thèse qu'a souvent défendue dans ses studios et dans les anciens, Marc. Alors, en effet, j'ai bu ces paroles en grande partie, je dois bien l'avouer, parce que tu rigoles, mais je suis sûr que tu en as fait de même, parce que même si la thèse de Camille Lefebvre est alléchante, on se doit de revenir sur la conférence de Berlin. Alors peut-être que le découpage n'a pas été aussi barbare que l'on a souvent voulu nous faire croire. Peut-être qu'il y a eu une sorte de coopération avec les forces locales, entre forces locales et forces coloniales, mais les conséquences ne sont pas moins désastreuses pour autant. Marc citait l'expression, le concept de prison des peuples, qui a souvent été utilisé, notamment pour qualifier la Tchécoslovaquie en Europe. On essaye de faire vivre ensemble des ethnies, mais c'est des ethnies, des nations, voilà. Peu importe les concepts, l'idée est là. On force finalement cette cohabitation et cela se fait aux dépens de plusieurs groupes et au profit d'un qui va dominer selon les alliances, selon plus simplement les rapports démographiques. Une autre question qui est posée, qui est centrale, on est tous les deux en études de sciences politiques et de géopolitique. La notion centrale, quand on parle même de géopolitique, c'est la question du territoire. La question de la frontière, c'est la question du territoire. Quand vous n'avez pas de frontière, il est très difficile de légitimer et de prétendre à une quelconque territorialité. Vous dites, voilà, je domine sur cet espace, mais quelle légitimité a ça ? Aucune, a priori, et encore moins de légalité. Parce que la frontière, pour être acceptée, doit aussi être le fait d'accords internationaux, comme ça a été le cas, par exemple, en Europe, avec le traité de Westphalie, en 1648, qui définit les frontières et les États-nations. Et donc, voilà, on essaye aussi, Marc l'a expliqué, d'importer ce concept qui n'a pas été inventé finalement. On l'importe dans cette veine-là du traité de Westphalie. On est 2 siècles plus tard. Il a bien été, on va dire, ingurgité, manœuvré par l'Europe. Et donc, cette logique-là, d'expansion territoriale, expansion coloniale, va faire appliquer à l'Afrique le traitement européen.
Ensuite, forcément, à ces frontières peuvent répondre des contestations. Marc l'a dit, il y a très peu de contestations internationales. Mais, et il sait, j'ai à cœur le sujet du Soudan et du Sud-Soudan, parce que à la base, rappelons-le en un instant, c'est un seul et même pays. Donc c'est un sujet, une guerre civile. Le Soudan a longtemps été en guerre civile. Et cette guerre civile a eu pour aboutissement, il y a de ça maintenant 4 ans, un référendum qui a vu le peuple sud-soudanais accepter à 95% ou 98% la sécession. Et donc la naissance aujourd'hui d'un État qui est pour autant toujours dans le trouble. On a vu des troubles ethniques majeurs il y a de ça 1 an et qui continuent toujours aujourd'hui entre les deux ethnies qui marquent la démographie sud-soudanaise. Et Marc l'a cité également, je l'avais en tête et c'est marrant parce que mais c'est à la fin tout à fait logique, l'exemple du Mali. La France est intervenue au Mali. C'est pas pour autant que la guerre qui touche domestiquement le Mali ne s'est pas éteinte, et il y a des velléités sécessionnistes. Contrairement à ma voix. Des velléités donc sécessionnistes, en quelque sorte aussi nationalitaires, de la part des habitants de l'Azawad ou des Azawad. Là encore, on pourrait aller encore plus précisément à une échelle plus grande, voir que à l'échelle même de l'Azawad existent des divisions. Donc là, c'est carrément voilà un cercle, une histoire sans fin, parce que Marc l'a dit, 1500 ethnies. Que faire de 1500 ethnies, 1500 pays, ça semble carrément impossible. C'est même pas ce que l'on a sur la carte du monde. Donc ça paraît, et ça l'est, improbable et impossible. Mais quelle solution du coup à apporter? Revoir la logique démocratique semble aussi une question difficile, déjà à mettre sur la table et ensuite à enclencher. Mais juste une pensée que j'aimerais évoquer ici. La nation aujourd'hui est quand même assez remise en cause par le multiculturalisme que l'on voit de plus en plus, un concept anglo-saxon que l'on voit aussi toucher le modèle français de plus en plus. Et donc, vouloir appliquer une nation, je dirais, quasi pure, comme tu l'as dit, si l'on s'amusait à découper, je sais pas comment on pourrait appeler ça du coup, de créer une nation monoethnique. Voilà, monoethnique. Ça peut être le cas, Marc a cité la Somalie notamment, mais ce n'est pas possible. Donc, quelle possibilité y a-t-il à enclencher quelque chose qui soit moins conflictuel finalement en Afrique, sachant que l'on n'a pas des choix infinis. On ne peut pas. Il y a déjà, c'est un certain nombre, 54 États en Afrique. On ne peut pas non plus avoir 200 États en Afrique. Donc, quelle solution à cela? Et sachant que les redécoupages plaisent assez peu, de manière générale, aux puissances en place, et sont assez durs à mettre en place. On atteste le processus qui a touché le Soudan et le Soudan du Sud, qui a mis de nombreuses décennies, plusieurs décennies à s'enclencher pour aboutir en 2011. Pardon. Voilà, on a connu guerre civile, paix, et finalement intervention. Et aujourd'hui, malgré ça, la solution n'est pas tout à fait là. Donc, la preuve que ce n'est pas non plus la solution ultime à ces problèmes frontaliers. Alors oui, aujourd'hui on a donc des États en Afrique qui ont, je dirais, un poids qui leur permet peut-être de peser, notamment au niveau régional,
sur les différentes décisions qui se prennent, une sorte d'échelon finalement, mais qui n'est pas un échelon forcément adapté à la culture, aux cultures internes de ces différents pays finalement. Bah, c'est-à-dire que Un petit peu comme les Corses en France. il faut aussi, oui, nous, ça, c'est encore autre chose, mais c'est encore autre chose. Déjà, je voudrais répondre sur quelque chose. Le problème étant que encore aujourd'hui, il y a des peuples, enfin des personnes qui sont encore âgées. En Afrique, je parle. Ce que je veux vous dire, c'est que elles ont vécu l'avant démocratique, elles ont vécu l'après. Ce qui fait que je ne doute peut-être pas qu'avec le temps, d'ici, je sais pas, une cinquantaine d'années, quand les populations seront entre guillemets renouvelées, les populations qui ont vécu tout le temps depuis qu'elles sont nées en démocratie, je pense que la nation, comme le dit Thierry Michalon dans son ouvrage, les nations africaines n'ont pas été constatées mais importées, ce qui est d'un côté assez vrai. Mais à force de naître aujourd'hui dans des espaces qui se prétendent nations, peut-être que in fine ça débouchera sur une cohésion et du coup les luttes seront plus politiques ou idéologiques que ethno-régionales. C'est peut-être évident. Après, il faut faire attention à cette question de la culture ou de la tradition parce que beaucoup de chefs politiques, de leaders politiques jouent sur cette question de la tradition. Ils disent, bah regardez, l'Afrique était comme ça avant, donc votez pour moi. On était avant un grand empire, comme le cas du Congo, pour Bernard Kolélas au Congo-Brazzaville lors de la décennie du 90. Regardez, et en fait, beaucoup d'historiens se sont penchés sur cette question, des anthropologues aussi, et ont démontré que bon nombre d'argumentaires qui ont été donnés par les hommes politiques, en fait, sont faux, historiquement sont faux. Donc c'est vraiment une question de la mémoire. Et cette question de la culture, elle est aussi vraie, c'est pour ça que c'est un vrai problème, c'est qu'elle est aussi vraie au niveau de cette allégeance à l'ethnie, au roi, au village, qui était vrai. J'ai déjà cité l'ouvrage de Sophia Mapa, mais je vais le reciter, Pouvoir d'État et pouvoir traditionnel et pouvoir d'État en Afrique, qui démontre bien que d'un côté, ça peut changer, comme Hugo disait, la nation et justement le multiculturalisme et la cohésion nationale changent, c'est normal. Mais d'un côté, il y a aussi quand même des résistances qui sont pour le coup vraiment traditionnelles, qui relèvent de l'exclusivisme ethnique au niveau du lignage, dire qu'il y a un respect au niveau des anciens. Et enfin, le vrai problème aussi, le vrai problème, non, c'est pas un problème, c'est un problème vis-à-vis de nous parce qu'on est devenu individualiste. Mais les sociétés africaines ne sont pas individualistes mais groupales. C'est-à-dire que on suit généralement, le plus souvent, le leader de son groupe ethnique, enfin un représentant de son ethnie. Il y a aussi, ce n'est pas qu'une histoire aussi d'instrumentalisation politique, c'est aussi une histoire de respect des anciens, de respect d'une certaine forme de tradition. Et donc voilà, on est vraiment entre ces deux problèmes-là. Et je voudrais revenir sur ce qu'Hugo disait, sur le problème justement de la démocratie. Le problème, c'est que redéfinir la démocratie, tu disais que c'était pas simple, mais j'ajouterais autre chose pour dire que c'est pas simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peuples qui sont prolifiquement les plus dominants, qui sont les plus prolifiques sur le plan démographique, et qui du coup dominent l'État, qui domine le pays dans lequel ils s'insèrent, n'ont aucun intérêt à ce que la démocratie dégage. Aucun intérêt, parce que s'ils sont, dans le cas du Mali, 80% au sud, 20% et 10-15% au nord, quel intérêt auraient ces populations du sud qui sont 80% à négocier ou à faire changer la démocratie? Non, aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Et après, il existe, bien évidemment, c'est ça l'autre problème, c'est qu'il existe des États monoethniques. La Somalie en fait partie. Ce qui fait qu'en Somalie, la tribu, c'est pour ça que le pays s'appelle comme ça, c'est l'ethnie Somalie. C'est l'ethnie Somalie. Sauf que dans cette ethnie Somalie, il y a des tribus, les Darod et d'autres. Ce qui fait qu'en Somalie, bien qu'on pense que c'est un conflit ethnique, c'est un conflit tribal. C'est-à-dire que c'est une même ethnie. Donc, vous voyez, c'est un vrai problème électoralement. En tout cas, ça peut être tribalo-régionalement cohérent, ou ça peut être ethniquement fédéral, enfin, au niveau fédéral aussi cohérent d'un point de vue identitaire. C'est un vrai problème. Et le problème aussi de redéfinir les frontières, ça pose le problème dont je parlais tout à l'heure. Il y a des exceptions, il y a des États monoethniques, où il y a des parties dans un territoire qui sont, l'Azawad, tu disais par exemple, qui, d'une certaine manière, il y en a trois, mais il y a les Peuls, les Berbères et les Touaregs. Les Touaregs veulent faire sécession. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont au nord du Mali, à part le Sahara? Rien du tout. C'est-à-dire que ça peut être cohérent d'un point de vue identitaire, mais il faut que ça soit déjà économiquement viable. Parce que regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie, avec l'Érythrée a fait sécession,
l'Éthiopie se retrouve maintenant dans cette partie, dans ce groupe de pays africains qui restent enclavés. Aucune sortie maritime. Elle sait très bien, l'Éthiopie, qu'elle ne pourra pas indéfiniment vivre comme ça. Donc, c'est un même problème. Et je terminerai... bah non, vas-y, je te laisse terminer. Je voudrais juste terminer sur quelque chose qui va nous emmener peut-être au sujet d'après. C'est-à-dire que la démocratie... C'est-à-dire que là, les frontières sont un problème parce que la démocratie et le concept d'État-nation ont été importés. Mais vraiment, c'est vraiment ça le cœur du problème. Hugo disait la dernière fois que justement au Nigeria, on voit très bien que le Nord, quand c'est un candidat du Nord, le candidat du Nord au Nord va être élu à des scores plébiscitaires, bien évidemment. Et c'est aussi la source de nombreux conflits. Et là, on en arrive au Rwanda parce que quand les Tutsis sont revenus, les Hutus ont pris le pouvoir lors de l'indépendance en 1959. Les Tutsis ont été dégagés. Les Hutus étaient 80%, les Tutsis 15%. Donc ils s'en sont barrés, les Tutsis. Les Tutsis sont allés en Ouganda, par exemple, notamment en Ouganda ou dans le Kivu, dans les RDC. En 90, ils décident de revenir, armés évidemment de la part de l'Ouganda, qui a bénéficié du stock d'armement de l'URSS et de l'aide anglo-saxonne. Sont revenus en 90, guerre civile de 90 et 94. On oublie trop souvent cette guerre au Rwanda. Et se profile quelque chose d'assez important. François Mitterrand dit à l'ancien président, le défunt président Juvenal Habyarimana, on va vous aider, donc on va vous aider, votre gouvernement, donc les Hutus, à contrecarrer l'offensive des rebelles Tutsis, en échange démocratiser votre régime. Les Tutsis, par le biais du FPR, étaient peu ou prou intégrés au gouvernement avec Juvenal Habyarimana, donc il y avait vraiment des Tutsis et des Hutus. Mais la démocratie arrive. C'est pour ça que la guerre a continué. C'est-à-dire que la démocratie arrive et les Tutsis se disent « Oui, mais si on démocratise, les Tutsis n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. On est 15%. Donc, se passent ces accords d'Arusha qui obligent Habyarimana à démocratiser et à intégrer les Tutsis dans le jeu. Les Tutsis se disent avec la démocratie, de toute façon, on ne peut pas gagner, on n'est que 15%. On va donc continuer la guerre. Et on en arrive justement à l'épisode du 6 avril 1994 qui cause qui est l'origine, le départ du génocide rwandais. Donc vous voyez, frontière est un problème si elle rime avec concept importé, État-nation, mais surtout quand elle rime avec démocratie. Eh bien, au moins, oh là. Eh bien, au moins, on a ici ton point de vue. Hugo, tu souhaitais réagir à ce que Marc disait ou on passe directement au Rwanda? Non, je pense qu'on peut, étant donné le temps, passer directement au Rwanda. Voilà, où J'aurai l'occasion également et de... Marc a fait une passerelle justement avec ce sujet-là, donc on pourra en refaire dans le cadre de la discussion. Le Rwanda, pourquoi le Rwanda ce soir une nouvelle fois? Eh bien parce que ça y est, 20 ans, un peu plus maintenant, après le génocide rwandais. Alors vous me disiez tout à l'heure qu'on l'appelait officiellement, on ne l'appelait pas d'ailleurs le génocide rwandais, mais le génocide des Tutsis. Eh bien, effectivement, une partie des documents de la présidence de la République vont être déclassifiés. Alors pourquoi je dis une partie? Parce qu'on imagine bien que quand on déclassifie des documents comme ça, eh bien, il y a un petit toilettage qui est effectué avant, que voilà, la demande a été faite l'année dernière, a priori. Depuis très longtemps, mais officiellement, elle a pu être réalisée notamment l'année dernière, ou elle a été refaite l'année dernière. Et donc là, on a appris qu'un certain nombre de documents allaient être mis au jour finalement, et qu'on allait peut-être en savoir plus ou pas donc dans cette histoire du génocide rwandais. Marc, peut-être te demander de faire, mais vraiment un très bref retour sur l'histoire, mais vraiment pour celui qui ne saurait pas ce que c'est que le génocide rwandais, qu'on sache voilà, donc, qui sont les protagonistes. Et peut-être voir les différentes versions, ça serait intéressant. De ce il est passage 16, de l'histoire. je vais essayer de finir, je vais me laisser 5 minutes, vraiment pour être très concis. Tu as jusqu'à 20. D'accord, je vais me manier. Alors, tu m'as fait perdre du temps. De 90 à 94, je l'ai dit, des Tutsis reviennent au Rwanda. Une grosse guerre civile s'opère entre le gouvernement rwandais de l'époque, qui est dirigé par Juvenal Habyarimana, qui est un Hutu. Les Tutsis, donc à 90, reviennent, aidés des Britanniques, des armements britanniques, enfin anglo-saxons. Ils reviennent. Donc 90-94, guerre civile entre le gouvernement d'Habyarimana et les rebelles Tutsis. Le 6 avril 94, coup de théâtre, un avion, Juvenal Habyarimana revenait
d'une réunion qui avait lieu, avec différents chefs d'État africains. Il revient et au moment de son retour en avion avec le fameux Falcon 50 de l'industrie qui avait été légué, qui lui avait été donné par François Mitterrand, l'avion se fait abattre. Dedans, il y avait aussi le président du Burundi. Donc en gros, il y avait d'autres responsables, mais dans cet attentat, Juvénal Habyarimana est tué et le président de l'époque du Burundi. S'ensuit le début des massacres, qui durent 3 mois. On parle des 100 jours, généralement, en référence aux 100 jours de Napoléon, mais c'est encore une passerelle qui est dégueulasse. Mais bon, bref. En tout cas, pendant 100 jours, pendant 3 mois, les génocides s'opèrent. Et on relève aujourd'hui le chiffre un peu plus d'1 million de personnes tuées. Alors, ça varie entre 1 million, alors d'autres qui disent 800 000, d'autres 1 million, d'autres 1 200 000. Ça dépend des chiffres, mais on va couper la poire en deux. On va dire plus ou moins 1 million de personnes tuées, dont il est dit qu'ils se sont principalement des Tutsis. Est-ce que vous voulez que je précise autre chose ou pas ? Je pense que pour le génocide, c'est déjà suffisant. Ah oui, suis-je pas ? Alors, juste peut-être pour préciser que le Rwanda était à l'époque de l'attentat, et même un peu avant, il y avait 3 catégories vraiment d'individus, on va dire ça comme ça, 3 groupes. D'un côté, les Tutsis, donc eux, il n'y a que des Tutsis. De l'autre côté, les Hutus qu'on a appelés, de la tendance du Hutu Power, qu'on appelle les extrémistes Hutus, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas intégrer les Tutsis. Donc les Tutsis étaient représentés par le Front Patriotique Rwandais, ne voulaient pas intégrer les Tutsis, donc on les appelait les extrémistes Hutus parce qu'ils étaient extrémistes, ils ne voulaient pas des Tutsis intégrés au gouvernement d'Habyarimana. Et les autres, ce sont ceux qu'on a appelés les Hutus modérés. Hutus modérés qui, eux, acceptaient plus ou moins que les Tutsis s'intègrent dans un gouvernement de coalition qui s'appelait à l'époque le GTBE, et qui poussait pour que les Tutsis soient intégrés et que la guerre cesse. Voilà. Et donc, en gros, j'ai résumé un petit peu la situation. Mais on l'a vu dans cette émission, on avait déjà parlé, que l'histoire est quand même contestée. Il y a l'histoire officielle et il y a les révisionnistes. Je ne les appellerai pas les révisionnistes. Non, c'est-à-dire que les révisionnistes sont ceux qui vont dire les génocides rwandais, c'est un complot. Voilà, limite, je l'appellerai comme ça parce que pour moi, ceux qui, entre guillemets, aujourd'hui qui disent que la version officielle n'est pas la bonne, à moins que tu considères révisionniste comme quelqu'un où la version change, etc. Parce que souvent, quand on dit révisionniste, c'est souvent complotiste, négationniste, etc. Tu veux dire ceux qui, moi j'aurais dit plutôt qui revoient l'histoire officielle. Voilà, qui travaillent sur l'histoire officielle. Alors l'histoire officielle, je vais peut-être vous la dire, c'est peut-être ça qui est intéressant. L'histoire officielle étant que le 6 avril 1994, donc Monsieur Juvénal Habyarimana a été tué par 2 missiles sol-air lancés du sol par des extrémistes Hutus. Il faut bien comprendre. Donc des extrémistes Hutus qui tuent leur propre président Hutu parce qu'ils ne voulaient pas que les Tutsis s'intègrent au gouvernement. Ils ne voulaient pas que les Tutsis soient intégrés au gouvernement. Donc, en tuant leur président, ils vont accuser les Tutsis d'avoir tué leur président et du coup déclencher un génocide. Génocide pas spontané, un génocide qui était programmé, c'est-à-dire qu'en fait, tout était prêt. Le génocide, tout le monde était au courant. Et ils ont tué leur propre président pour enfin déclencher l'armada génocidaire, si vous voulez. Ça, c'est la version officielle. La version qui n'est pas encore officielle, mais qui devrait le devenir si la diplomatie fait son travail. Si la diplomatie fait son travail, pardon. Non, mais alors, la nouvelle version qui se profile aujourd'hui, c'est qu'on a, même si c'est une question interdite, le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a démontré, d'une part, que ce n'étaient pas des Hutus qui avaient abattu l'avion du président Juvénal Habyarimana. Première chose. Et a démontré en plus que le génocide rwandais n'était pas programmé, mais il était spontané. Pourquoi ? Parce que les missiles, le TPR a travaillé sur les missiles. A démontré que ces missiles venaient en fait, avec la numérotation des missiles, venaient en fait d'Ouganda, d'où étaient les Tutsis, et qu'ils avaient été reçus, que l'Ouganda avait reçu lorsque la chute de l'URSS en 91, le stock d'armement était tel que l'Ouganda en a bénéficié, il en a fait bénéficier les Tutsis. Donc, même si c'est pas encore mis au clair, selon la position des lanceurs et les missiles et comment les missiles ont été transportés, on sait pertinemment que ce sont des Tutsis qui ont abattu l'avion. La deuxième chose, c'est que TPR a démonté l'idée d'un génocide programmé. Pourquoi ? Parce que 4 principaux procès devaient démontrer qu'il y avait eu génocide. Le premier, c'était celui de Ferdinand Nahimana, qui avait le créateur de la radio-télévision d'Émile Colline, que certains ont pu taxer de radio génocidaire.
pour le chef, ce premier personnage a été acquitté pour entente en vue de commettre un génocide. Donc, premier pilier d'accusation de programmation du génocide qui tombe. Deuxième, le colonel Théoneste Bagosora, qui était accusé à l'époque d'être le cerveau du génocide, d'avoir fomenté une réunion dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 pour mettre en place le génocide, pour déclencher le génocide du Rwanda. Il a été acquitté, il a été condamné pour d'autres choses, mais en tout cas a été acquitté pour le chef d'inculpation entente en vue de commettre un génocide. Donc, le deuxième pilier de la programmation tombe. Le troisième était celui de Protesigignanirazo, qui était à l'époque le beau-frère du président Habyarimana et qui était soupçonné d'être le dirigeant d'une cellule secrète nommée Akazu. L'Akazu a été démontré que l'Akazu, cette structure secrète, en fait, a été démontré qu'elle n'avait même pas existé et que c'était des gens, des Hutus, des extrémistes Hutus qui avaient, pour s'opposer aux Tutsis, avaient créé cette structure. Non, des extrémistes Hutus qui avaient créé cette structure pour fustiger l'entourage d'Habyarimana. C'est pas simple, quoi. Non, et dernière accusation. Donc là, l'Akazu a été démontré qu'elle n'existait pas, que c'était une pure création. Quatrième procès, c'est là où j'en termine. Le procès des 4 généraux qui avaient été accusés pour avoir s'être organisés avec plusieurs personnes pour mettre en place et déclencher le génocide, acquittés. Alors il y en a un seul qui a été libéré, les 3 autres ont été certes accusés pour des faits pendant le génocide, mais pas avant. L'entente en vue de commettre un génocide est encore tombée. Donc, pour le dire très brièvement, les Tutsis auraient abattu l'avion. Le génocide n'était pas programmé. Ça s'est démontré, par contre, pour le coup. Et le TPIR, et c'est là pour ça qu'on en vient à la France, la TPIR a démontré que la France n'avait eu aucun rôle dans la préméditation et même dans la commission des massacres. Donc c'est pour ça que la question des archives, peut-être que je vais te laisser continuer Hugo, mais la question des archives pose un vrai problème aujourd'hui. Alors, Hugo, qu'en pensez? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que voilà, les historiens notamment et les spécialistes vont pouvoir se mettre des nouvelles choses sous la dent? Alors déjà préciser une chose pour l'auditeur, le TPIR c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda. Qu'on sache un peu ce que c'est parce que Marc en parle souvent. C'est donc celui qui est en charge de juger les crimes qui sont passés il y a de cela 20 ans. La France, tu l'as dit, est mise et comment dire, Accusé. Non, justement selon le TPIR, voilà, réhabilité, pardon. Mais l'une des grosses accusations qui tombe sur la France, c'est le fait de n'être pas intervenu, de ne pas avoir empêché ce massacre. C'est environ ce million de personnes décédées réparties entre Hutus modérés et Tutsis majoritairement. Et c'est d'ailleurs ça qui a des grandes répercussions aujourd'hui sur la politique internationale de la France en Afrique. À savoir que la France veut à tout prix, c'est un de ses démons, empêcher un nouveau Rwanda. C'est la grande problématique qui est posée et qui est amenée à chaque fois que l'on doit intervenir en Afrique. Exactement, c'est Nicolas qui a invoqué le Franck Ferrand qui est en moi en parlant d'historien. Julie, alors. Franck Ferrand qui anime chaque jour la marche de le cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, donc l'émission d'histoire d'Europe 1. Oui, ce démon du génocide rwandais qui marque la France à chaque fois qu'elle intervient, et c'est assez finalement dangereux parce que la France est presque obligée de toujours intervenir parce que les conflits sont, on en a parlé, le lien est évident avec le débat qu'on a eu juste avant, les conflits sont ethniques. Et donc le pas supplémentaire vers le génocide, c'est là ce vers quoi on ne veut absolument pas aller, et ce que la France, en intervenant, veut empêcher. Et donc, voilà, dire que la France est discréditée parce que le génocide n'est pas programmé, qu'elle n'a pas participé à la programmation, qu'elle n'a pas fourni les armes, etc., c'est une première étape. Mais reste l'autre point de la non-intervention, et c'est là qu'est aussi le paradoxe français. On va le voir dans les archives. Les archives sont des archives diplomatiques et elles vont permettre aussi de voir
tout le processus diplomatique, les discussions au sein du Quai d'Orsay et de l'Élysée pour savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, dans quel camp on se place. Voilà, toutes ces questions-là, tous ces questionnements quasiment en direct, tous ces rapports d'experts, de conseillers diplomatiques, etc. C'est à ça qu'on va avoir accès avec ça à partir d'aujourd'hui. À partir de Oui, c'était du moment où mardi, je crois, jeudi, c'était lundi ou mardi. À partir du moment où on ouvre les archives, voilà, on commence à avoir accès à ces informations-là et on va voir, voilà, ça va aider, ça va aller aussi en complément de la rendu du rendu du TPIR, voilà, en complément de ça. Mais ça met du temps parce que y a cette question du secret défense, de ces archives bloquées que l'on débloque, mais on est 21 ans après le moment, et encore, toutes les archives ne sont pas libérées, et nous ne sommes pas les seuls acteurs sur place. Autre chose que j'aimerais évoquer, la France ouvre ses archives, mais je pense pas que Paul Kagame, l'actuel dirigeant Tutsi du Rwanda, en fasse autant. On sait les difficultés qu'a rencontré le TPIR pour enquêter. J'avais évoqué au moment où on avait ici parlé du génocide rwandais, un reportage très bien fait par la BBC, malheureusement en anglais, mais je pense que des sous-titrages doivent se trouver en français aujourd'hui. C'était Rwanda, The Untold Story. Donc, finalement, ce qui n'est pas révélé. L'histoire jamais comptée. Voilà, l'histoire jamais comptée, ce qui n'est pas révélé dans l'histoire du Rwanda, la face cachée du génocide rwandais. Et là, ce reportage qui a été accueilli tellement mal par Kagame, ce reportage, voilà, nous montre toutes les techniques mises en place par le régime Tutsi à l'heure actuelle pour empêcher cette révision de l'histoire. Voilà. Compris, hein. Là, on est bien clair, simplement revoir la version officielle qui n'est pas en adéquation avec la vérité. Et d'ailleurs, on peut taxer, et je pense que c'est ce que doit faire Paul Kagame, la version du TPIR comme une version révisionniste, mais lui avec le plus grand mépris, et qui doit comparer ça facilement avec les tests révisionnistes par rapport à la Seconde Guerre mondiale, comme on peut le faire aisément en Europe, du moins. C'est-à-dire que le problème, c'est que Paul Kagame, aujourd'hui, étant donné que ça fait 20 ans et qu'en plus il a lancé vraiment une vraie politique de la mémoire depuis 1995, qui s'est fait aider par notamment des gens qui avaient travaillé sur la mémoire de la Shoah, qui a vraiment été aidé avec les grands mémoriaux qui ont été, notamment le Kigali Memorial Center qui a été construit, qu'on appelle ça, quand ça s'ouvre, et qu'on appelle ça Inauguration. Voilà, qui a été inauguré en 2004 à la date du 10e anniversaire du génocide. Il y a vraiment une vraie politique de la mémoire, et c'est ce sur quoi Kagame aujourd'hui joue. Et il joue aussi de l'implication de la France. Il accuse la France pour se faire élire, c'est évident. Il se sert de la mémoire du génocide des Tutsis pour se faire élire. Il se sert de l'idée d'une programmation pour se faire élire. Regardez les scores qui se sont déroulés parce que ça fait c'est un régime. Le Rwanda est un régime républicain démocratique, mais qui a un régime présidentiel. Donc c'est particulier. Mais en tout cas en 2003, je crois que c'est plus de 80% des voix. 2010, 86% des voix. En tout cas, il joue sur ce truc-là. Il joue sur l'idée que la France eut un rôle. Là où on est d'accord, mais je compléterai. C'est-à-dire que c'est pas tant le fait d'avoir agi, pas le fait d'avoir répondu qui accuse vraiment la France. La vraie accusation qui accuse d'une part la Belgique. Il y a une accusation qui accuse la Belgique et la France, c'est de dire les deux ont programmé le génocide, ont aidé à la programmation avec Habyarimana, et la France, quant à elle, a même envoyé des soldats sur place pour tuer les Tutsis. C'est ça l'accusation, elle est grave quand même. C'est-à-dire, la France a carrément préparé et a perpétré des massacres pendant le génocide. C'est-à-dire que les archives
ça fait depuis un certain temps que Kagame les demande, hein, évidemment. Et pour moi, ça participe d'avoir ces archives. Je termine juste. Hein. Pour moi, ça participe de quelque chose d'important. C'est déjà, il faut bien se poser la question que si la France aujourd'hui laisse ses archives, c'est bien qu'à mon avis, elle joue la transparente, ou alors elle a dû, comme tu disais, procéder à un toilettage. En tout cas, il y a quand même une forme de transparence. La France, je pense que s'il y avait quelque chose, elle aurait empêché que ces archives sortent, même si légalement, c'est pas autorisé, mais en tout cas, voilà. Et à mon avis, en accusant la France, c'est bien ce que je dis, en accusant la France, Kagame détourne l'attention, vraiment, parce que si on va jusqu'au bout des choses, rappelons que le TPR n'a pas eu le droit d'enquêter sur les Tutsis, n'a pas eu le droit d'enquêter sur l'attentat du 6 avril. En fait, tous les pions qui, aujourd'hui, dans l'histoire de génocide, pourraient inquiéter des Tutsis, ont été cachés. C'est-à-dire que Kagame, et la BBC le fait très bien, dans son documentaire. Moi, je comprends pas l'anglais, mais enfin, je suis pas très fort en anglais, mais j'ai bien compris. En tout cas, tout porte à croire que Kagame a eu beaucoup de rôles dans les massacres et les Tutsis en règle générale, les rebelles Tutsis dans les massacres. Bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une tache de café sur la page 6 et qu'on puisse pas voir ce qu'il y a dessus, évidemment, hein, par exemple. Oui, bon, par exemple. Hugo souhaitait réagir et également rajouter quelque chose sur la mémoire, justement. Voilà, alors, juste, oui, rajouter une chose pour évoquer la légitimité du TPIR, de préciser que c'est un tribunal de l'ONU. Donc voilà. Oui, international, qui est censé faire une sorte de résolution consensus. 955, entrepris par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1994. Voilà. Et qui commence en 1995 à Arusha, en Tanzanie, pour être précis. Alors, concernant la mémoire, il y a un projet qui m'a intéressé, on m'en a parlé. Alors, un projet artistique. C'est un projet artistique conçu par Bruce Clark. C'est un artiste anglais qui vit en France, qui entreprend un art engagé, qui travaille beaucoup sur l'histoire, sur la mémoire. Il a notamment travaillé sur la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Et qui travaille depuis 3 ou 4 ans sur la mémoire du génocide rwandais. Son projet, c'est Les Hommes debout, en anglais Upright Men, et je vous cite juste la description qui en est faite. Pour la mémoire et la dignité des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, on est ici dans la version officielle. C'est d'ailleurs une commande du CNLG, ça doit évoquer quelque chose à Marc, c'est la Commission nationale de lutte contre le génocide. Donc, on le rappelle, pour le gouvernement rwandais, le génocide, c'est le génocide contre les Tutsis. C'est un projet artistique, mémoriel. Artistiquement, c'est très bien réalisé, c'est très efficace visuellement. Concrètement, à quoi ça ressemble ? On a un visuel très fort, des hommes, des femmes, des enfants, très grande taille, 5 mètres maximum, que l'on plaque sur des lieux de massacre, des lieux de mémoire au Rwanda notamment. Alors, 3 techniques à cela, soit la peinture murale, là c'est sur les lieux de mémoire. On a également des impressions sur bâche, là c'est plus porté sur des expositions, notamment à l'international. Et on a également des projections lumineuses, ça a été réalisé notamment lors de la commémoration des 20e anniversaire des massacres. On a projeté notamment sur le siège de l'ONU à New York. C'est un projet donc massivement de collage au Rwanda, là quand on va... un projet de peinture collectif, peinture murale. Et là, le but, c'est de faire quelque chose de quasiment social ou d'impliquer les Rwandais. Je cite une nouvelle fois, il importe de favoriser l'implication active de la population qui devient ainsi actrice et porteuse du projet créatif. Ainsi, nous souhaitons mettre en place des ateliers de formation pratique et théorique avec des artistes rwandais. L'idée des Hommes debout, c'est d'incarner l'affirmation d'un peuple qui reste debout. Et donc, il y a des rescapés, évidemment. Il y a 1 million de morts, mais il reste tous les autres qui sont encore vivants, et leur progéniture, évidemment. Et donc, on veut, à travers l'art, transcender les disparités et les conflits historiographiques,
à travers le concept de dignité humaine. C'est l'humain qui doit, et la résistance à l'oppression qui doit être mise en avant au-dessus de tout. Et je trouve ça assez, comment dire, fourbe, parce que, comme je l'ai dit, c'est très beau à voir, c'est très bien réalisé, c'est repris en France, notamment. Simplement, ça présente ce biais historique de présenter la version officielle du génocide rwandais qui, du coup, écarte un certain nombre de victimes aussi de ce génocide-là, de ce massacre, où voilà, le nom peut-être d'ailleurs de génocide peut changer de par cette révision des chiffres et de la répartition. Parce que les chiffres, justement, je veux juste préciser, c'est que Philippe Reinstein, qui est un continuiste et politologue belge, a démontré que c'est en gros sur 1 100 000, enfin selon lui, 1 100 000 personnes tuées ont été à 600 000 des Tutsis, à 500 000 des Hutus modérés de l'époque. Donc c'est bien, il faut bien dire qu'on est quasiment à moite-moite, si vous voulez, donc Tutsis, Hutus modérés, ce qui prouve bien que le génocide ne devrait pas s'appeler génocide des Tutsis, mais génocide ou Tutsis, ou tout modéré, ou alors génocide rwandais au sens large, quoi. Ouais. Mais un terme qui est parfois d'ailleurs utilisé. Juste une chose rapidement, de dire que ce projet est un projet international. Je dis, il y a une utilisation massive et quasiment sociale au Rwanda où on implique les gens, mais c'est aussi présent, notamment en France. On a eu une carte blanche qui avait été laissée à Gaël Faye. C'est un chanteur franco-rwandais et qui a organisé en avril 2014 un événement culturel mêlant les Hommes debout avec l'invitation à un certain nombre de chanteurs notamment pour évoquer cette mémoire du génocide. Donc là c'était en 2014 justement pour les 20 ans. Et de dire également pour ceux notamment qui habitent à Strasbourg, mais l'exposition se balade à travers l'Europe. Actuellement à Strasbourg, on retrouve, si vous y allez, on retrouve l'exposition Les Hommes debout. Là, c'est à la médiathèque André Malraux. C'est du 17 avril au 13 juin. Donc, on est ça va commencer la semaine prochaine, du coup. Voilà, ça peut peut-être amener à certains à réfléchir, de voir, ne serait-ce que ces œuvres, tout en ayant dans la tête ce qu'on vient de raconter, surtout ce que Marc vient de nous dire, et pourquoi pas comparer avec le rapport du TPIR qui est disponible. Voilà, je salue au passage Maxime qui nous a rejoint au bon moment puisque... Et je vous salue aussi. Voilà, puisque nous allons parler de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Merci messieurs pour cette analyse donc des avancées sur le génocide rwandais. Effectivement, nous allons maintenant parler de l'actualité un petit peu politique française. Oui, tout à fait. Pourquoi j'ai la voix cassée ? Ouais. Ah bah ça, je ne sais pas. Son de merde, putain. Je m'en serais bien passé si tu veux. Non, mais mets-toi au blues. Ouais. Oui, au blues. La musique. Ouais. Oui, et quel rapport ? Je trouve que t'as la voix qui va avec, ouais. Ah oui, d'accord, très bien. T'as essayé de chanter pour voir ? Non, merci. Non, c'est horrible, ça part dans les aigus, c'est pas beau. Effectivement, l'actualité politique française de la semaine, je vous le disais, polémique, politique. En tout cas, Jean-Marie Le Pen, et Hugo va peut-être nous en parler d'ici quelques instants, a confirmé chez Jean-Jacques Bourdin notamment, mais a confirmé chez Jean-Jacques Bourdin, c'est dire d'il y a quelques années, me semble-t-il, sur le côté minime, enfin disons que le génocide, pour le coup juif, ou en tout cas c'était la Shoah, me semble-t-il, non pas du tout, c'est les chambres à gaz, excusez-moi, voilà, les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire. Voilà, il a également donné une interview dans un journal d'extrême droite, Rivarol. voilà, tout à fait, voilà, où cette actualité dans la semaine un peu mouvementée, on se focalise de nouveau sur le Front National et ce qui a provoqué, pour la petite histoire, l'interdiction que lui a conférée Marine Le Pen de se présenter aux élections régionales de décembre prochain. Oui, non, mais déjà, en fait, c'était en plein milieu. Ça a commencé jeudi dernier, donc avant l'émission de la semaine dernière, a eu lieu l'interview à BFM TV face à Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin lui pose la question à Jean-Marie Le Pen.
Alors, quelques années après, est-ce que vous avez des remords par rapport à cette phrase que vous avez prononcée sur le point de détail de l'histoire, en parlant des chambres à gaz? Et Jean-Marie Le Pen avoue clairement ne d'avoir aucun regret. Il dit voilà, c'est un détail de la guerre, c'est la vérité, mais je ne suis pas antisémite pour autant. Tout cela est horrible, mais tout ce qui fait la guerre l'est autant. Un éclat d'obus, c'est aussi horrible. Voilà ce qu'il dit. Et déjà, la polémique commence à prendre. Pendant l'émission, je recevais des notifications sur mon téléphone. Déjà des réactions, notamment de la part de Gilbert Collard, député au Rassemblement Bleu Marine, qui commentait, qui disait que c'est intolérable. Et la réponse de Jean-Marie Le Pen, espèce de Collard. Le jeu de mots... Ferme ta gueule, espèce de Collard. Voilà, c'était à peu près ça. J'ai oublié la première partie, mais l'esprit de Jean-Marie Le Pen y est, en tout cas. Et déjà, début de polémique qui a été transformé, laissé transformer par Jean-Marie Le Pen, qui, trop mainstream, ce BFM TV, décide de faire une interview à Rivarol qui, tu l'as dit Nicolas, est une publication, un magazine d'extrême droite, faible tirage, mais gros écho, notamment dans les milieux d'extrême droite. Quelques citations dans cette interview, titrée Jean-Marie Le Pen, le dernier homme libre. Donc voilà. Ça donne une interview idée. Placée sous la libre parole. Voilà, extrait choisi. Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. Je n'ai jamais considéré comme des mauvais Français ou des gens infréquentables ceux qui ont conservé de l'estime pour le maréchal. Deuxième citation qui a retenu mon intérêt. Nous sommes gouvernés par des immigrés et des enfants d'immigrés à tous les niveaux. Et sur Valls en particulier, il dit « Cet immigré a-t-il changé du tout au tout ?» Enfin, dernière citation que j'aimerais évoquer. « Il faut impérativement nous entendre avec la Russie pour sauver l'Europe boréale et le monde blanc. » Peut-être la plus choquante finalement. Peut-être. Enfin, si on peut... Alors, avant de laisser Marc, Maxime et peut-être toi-même réagir, j'aimerais resituer un petit peu Rivarol, un peu davantage. Rivarol, c'est traditionnellement le journal des Édouard Drummond, Charles Maurras, le maréchal Pétain également. C'est un journal traditionnaliste, royaliste également, antisémite et anti-immigration, qui est plutôt du coup de la branche Gollnisch plutôt que celle de Marine Le Pen. Il n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur la fille Le Pen et à encourager justement la ligne Gollnisch-Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen aussi, de finir cette interview, dernière citation, j'avais dit que je n'en avais plus, malheureusement j'en ai encore une, qui dit à propos de sa fille, l'on n'est jamais trahi que par les siens. Voilà, qui montre bien l'ambiance qui existe. Le dîner de famille de dimanche prochain va être... chaud. Alors je crois qu'il n'y a plus de dîner de famille depuis un certain temps, ou du moins de dîner de famille réunissant Jean-Marie et Marine. Et voilà, l'ambiance est assez tendue. Quand je dis la phrase la plus choquante pour l'une des dernières que tu as donnée, c'était par rapport au fait que les autres sont toujours un peu ambigus et laissent une ambiguïté dans les propos. Et voilà, celle-ci n'en laisse pas vraiment. Marc, pour une réaction à ce que vient de dire Hugo et qui retrace un petit peu ce qui fait l'actualité ces derniers jours sur... Jean-Marie Le Pen en lui-même, j'ai envie de dire, et ce qu'il a pu prononcer, on verra ensuite les rapports par rapport au Front National, à la dédiabolisation et à ce que Marine en a fait, Marine Le Pen évidemment, et peut-être au conflit qu'il y a entre les deux. Oui, bon, c'est un habitué, Jean-Marie Le Pen, toujours les phrases chocs. La phrase qui m'avait fait... Il avait été obligé de se calmer un petit peu ces derniers temps. Il avait été obligé, mais ouais, à l'époque, il dégainait quand même sévère. Je me souviens une fois quand il avait, dans un débat télévisé, il avait dit on parlait des immigrés algériens, puis il disait ils ont voulu leur indépendance, puis maintenant ils reviennent, ils nous font chier. Enfin bref, bon, il y avait des phrases comme ça un peu choc, un peu bien comme il faut. Donc c'est vrai que bon, c'est quand même la vieille école, Jean-Marie Le Pen.
hein. C'est la guerre d'Algérie, c'est les années 60, 70, c'est quand même l'époque de la guerre aussi. Enfin, c'est toute cette, entre guillemets, cette vieille école, on va dire, un petit peu. Donc, il y a toujours des phrases un peu plus chocs. On peut mettre ça sur le compte de la génération. Évidemment qu'il y a un problème de génération, je pense. Il y a toujours un problème de génération, après, plus ou moins, je veux dire. Bah si, c'est vrai, il y a toujours un problème de génération. Nos grands, à chaque fois, quand on discute avec nos grands-parents, hein, je sais plus moi, mais quand on discute avec nos grands-parents ou même des personnes beaucoup plus âgées, on dit le plus généralement, on dit souvent, oh, c'est vieux jeu, c'est comme ça, c'est comme si. C'est un petit peu aussi cette époque-là. Je veux dire, lui, c'est bon, peut-être, il est un peu plus différent que les autres, bien évidemment, mais il balance des phrases chocs, etc. Mais en tout cas, quand on parle avec des personnes bien plus âgées, c'est souvent des sujets comme la guerre d'Algérie, la guerre en règle générale, c'est horrible, etc. Enfin, tu vois, c'est toujours cette vie. Bon, après, Jean-Marie Le Pen, voilà, c'est quelqu'un qui, par ses déclarations, on le connaît et surfe un peu sur la vague bien chaude, brûlante, comme il faut. Après, je trouve qu'on en fait des fois un petit peu trop, parce que c'est vrai que des fois il laisse planer le doute. C'est pour ça que je peux pas non plus en retenir rigueur aux journalistes, même si des fois souvent je leur crache dessus, mais quand il dit les chambres à gaz sont à détail, la première fois qu'il a fait cette interview, c'était sur RTL. Simplement, là, on lui demande s'il a des regrets par rapport à ça. C'est justement. C'est vrai qu'il aurait pu préciser, c'est ça que j'allais dire. C'est peut-être l'option de revenir sur ses paroles. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ces paroles ont été mal. Ouais, il aurait peut-être précisé, parce qu'à l'époque, quand il a répondu sur RTL, il a dit que c'est un point de détail. Le journaliste en face de lui dit 6 millions de morts, c'est un point de détail selon vous? Il fait non. Il dit je répondais à la question sur la technique qui a été utilisée pour que ces gens ont été tués. Il dit je pense que c'est un point de détail, les chambres à gaz en tant que telles. C'est-à-dire que c'est vrai que d'un côté, on s'en fout un petit peu de savoir comment ces personnes ont été tuées. Elles sont mortes de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on en fait, même si ça peut choquer, elles sont mortes, c'est établi. Enfin, voilà, donc après, de savoir que par tel moyen ou par un autre, à la limite, c'est vrai qu'il y a quand même tout un processus mémoriel derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est bon, un petit peu. Après, sur la question des immigrés, c'est une France, ça fait partie une partie de cette France qui est pas pour le multiculturalisme, qui est pas pour l'immigration, qui est pour une immigration zéro quasiment. Donc forcément, il balance des phrases un peu choc, et puis Jean-Marie Le Pen est une personne qui, de ce que j'en connais, pas beaucoup du coup, qui est très attaché à ce qui fait la nation en tant que telle, c'est-à-dire comment se sent-on nation, c'est notre histoire, et il disait souvent, les vrais Français, il y a des Français de souche, des Français de papier, les Français de souche sont ceux qui ont été à Verdun, qui se sont battus pour la France. Donc c'est encore une fois le problème aussi de génération, je pense. C'est-à-dire que pour lui, vraiment, il y a ceux qui sont battus pour la France, ceux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui ne sont pas inscrits vraiment sur ce que l'on lui appelle vraiment l'identité nationale française. Donc voilà, donc je pense des fois qu'on en fait un peu trop, même si évidemment il joue là-dessus. Et puis des fois, il y a des phrases qui sont, je vais dire, inqualifiables, parce que c'est vrai, ça va vraiment trop loin. Maxime. Ouais, alors... de ce que j'ai compris, Jean-Marie Le Pen, depuis qu'on est tout petit, c'est bon, ça tient, ouais. Oui. Depuis qu'on est tout petit, c'est la menace du fascisme en France, c'est la menace d'un régime totalitaire, d'un régime nazi. Moi, aujourd'hui, mon positionnement, c'est que je pense que Jean-Marie Le Pen, il a été très instrumentalisé justement pour nous faire peur, pour nous montrer du doigt une porte d'entrée où on nous a dit « Regardez, le fascisme arrive de ce côté-là », puis pendant qu'on regardait de ce côté-là, en fait, c'était derrière qu'il arrivait. Et finalement, quel pouvoir Jean-Marie Le Pen a aujourd'hui? Il fait ses déclarations. Moi, je suis convaincu qu'il y a une manipulation des masses pour que les masses ont intégré que les déclarations de Jean-Marie Le Pen étaient choquantes. C'est-à-dire, moi, j'essaye d'analyser ça à la tête froide, en essayant d'être le plus pragmatique, le plus rationnel possible. Je suis autrement plus choqué quand je m'intéresse à l'actualité économique, au devenir des pays occidentaux, des pays de l'Union européenne par exemple, de l'état des comptes publics, de l'état de la dette, de l'état de l'euro, etc. De l'état du chômage. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que le fascisme, pour moi, ou la privation de liberté, la menace d'un régime, d'un monde chaotique, peut-être, elle est de ce côté-là. C'est la porte de derrière dont je parlais dans mon exemple. Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, c'est un homme qui a... Moi, pour qui, je le dis aujourd'hui parce que j'aime bien toujours être un peu provocateur, mais pour qui j'ai du respect, parce que je trouve qu'il est injustement attaqué. Il défend ses points de vue, qui sont les siens. Je ne vais pas me positionner d'ailleurs, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre.
m'en fous. Mais en tout cas, il dit ce qu'il pense. J'admire chez lui une espèce d'honnêteté et de constance politique. Je pense que c'est un homme qui aime réellement son pays, qui a aussi connu certaines choses qu'on n'a pas connues. Je veux dire, moi, par exemple, ce qui me choque aussi, c'est le rôle que sont en train d'endosser de plus en plus les journalistes de la télévision, qui sont eux complètement soumis, contrairement à mon avis à un homme comme Jean-Marie Le Pen. On parlait tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin, qui pendant un temps, on l'a vu un peu, alors je dirais pas subversif, mais il donnait l'impression d'agir avec une certaine liberté de ton. Voilà. Et puis il y a eu les déclarations de Roland Dumas, et puis c'est lui qu'on a accusé, il est passé devant le tribunal de l'Inquisition. Je ne sais plus exactement dans quelle émission, où vous avez Patrick Cohen, vous avez ces mêmes personnes qui traitaient de données Soral, de cerveau malade et tout ça. C'est à vous, je crois. Voilà, c'est-à-dire que vous avez d'un coup ce bonhomme qui passe devant un collège de juges, et ces gens-là, en fait, on est dans une espèce de pathos. On n'est pas du tout dans quelque chose de rationnel. Je veux dire, on n'a pas à accuser Bourdin d'avoir... Enfin, je veux dire, c'est son invité qui a tenu certains propos. Et puis, attendez, je vous rappelle, peu importe ce que disent les gens, il y a encore pas très longtemps, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues. Je suis Charlie, la liberté d'expression, le fanatisme ne vaincra pas, etc. Mais alors... Moi, voilà ce qui me choque. C'est pas les propos de Jean-Marie Le Pen, c'est tout ce qui se passe autour. C'est cette espèce de schizophrénie où, d'un côté, quand il s'agit de faire des caricatures du prophète, quand il s'agit de faire un certain nombre de choses qui vont dans le sens de la marche du monde actuelle, alors là, on veut que ça passe. Et donc là, on fait valoir la liberté d'expression. Quand c'est Jean-Marie Le Pen qui s'exprime, et puis qui n'a pas un pouvoir politique d'action, je veux dire, il n'y a pas une armée derrière Le Pen. Quelle est sa capacité de nuisance réelle, je veux dire. Attends, je vais pas terminer. Quelle est sa capacité de nuisance ? C'est zéro. C'est un vieil homme qui parle, qui s'exprime, et il fait valoir sa liberté d'expression. Et à chaque fois, on lui rabâche cette question de les chambres à gaz qui sont un détail de l'histoire. Je veux dire, mais il pense ce qu'il veut. Il pense ce qu'il veut. On est en train de réintroduire, on le voyait déjà, pour moi c'est un peu à relier avec les sujets Dieudonné ou Soral, on est en train de réintroduire le blasphème. C'est-à-dire qu'on est en train de recréer des espèces de dogmes sacrés auxquels on ne peut pas toucher, et dès qu'on parle de ça, la raison d'un coup elle fuit, on est dans un espèce de truc où c'est l'hystérie. Et ça, je trouve, ça pour moi, c'est du fascisme. Ça, c'est très dangereux parce que, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus, on réfléchit plus, on ne débat plus. Vous avez des sujets interdits. C'était comme, voilà, Patrick Cohen qui disait, parce qu'avant Jean-Jacques Bourdin, il y avait eu un autre lynchage médiatique avec Tadei, qui avait justement invité Marc-Édouard Nab, enfin d'autres personnes qui sont qualifiées d'infréquentables. Mais et du coup, pareil, il était passé devant ce tribunal d'inquisition. On lui avait dit, mais vous avez une responsabilité, c'est à vous de ne pas inviter des gens qui tiennent des thèses complotistes, conspirationnistes, et paf, on trouve des mots. Et d'un coup, on clôt le débat et on muselle un certain nombre de personnes. Je trouve que ça, c'est du fascisme. C'est pas Jean-Marie Le Pen. Qu'on dise aujourd'hui que Marine Le Pen est quelqu'un que l'on met de côté ou qu'on la taquine entre guillemets sur ce qu'elle a dit ou pas dit, ou voilà. Jean-Marie Le Pen, lui, a toujours assumé ce qu'il a dit. D'ailleurs, il l'a encore fait une nouvelle fois. C'est un personnage qui, contrairement à Marine Le Pen, a passé le second tour d'une élection présidentielle en France. On sait ce qu'il pense. Donc là où je ne partagerai pas ton analyse, et je vais laisser ensuite Hugo parler, c'est sur ce côté Jean-Marie Le Pen, c'est sur le côté, oui, voyez, les médias le manipulent. On ne manipule pas Jean-Marie Le Pen. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Jean-Marie Le Pen a toujours su dire ce qu'il voulait sur les plateaux de télévision. On ne peut pas le corrompre. Je ne suis pas persuadé que les médias aient eu à manipuler Jean-Marie Le Pen comme on pourrait leur prêter en ce qui concerne Marine Le Pen avec la dédiabolisation Jean-Marie Le Pen du Front National. Jean-Marie Le Pen et on a instrumentalisé son parti. On a décidé parfois de le mettre dans la lumière, parfois de le mettre dans l'ombre, parfois de le réhabiliter, parfois de le diaboliser. Mais par contre, effectivement, Jean-Marie Le Pen lui-même, je pense qu'on ne peut pas le corrompre sur ses idées. Tu vois, c'est ça la subtilité, je pense. Hugo. Je trouve ça assez fort de café que Maxime parle de fascisme à l'encontre de Jean-Marie Le Pen. Moi, je trouve de toute manière qu'utiliser le qualificatif de fasciste est dévoyé dans ces cas-là. À la fois pour qualifier le Front National, autant que pour qualifier la posture des journalistes ou de quelconque critique de la parole de Jean-Marie Le Pen. Parce que ça n'a rien à voir avec le fascisme. Non, mais
C'est le mot rappeler qu'on sort, simplement. je sais bien. Tu as Je parle parlé. pas de Mussolini. D'accord. Tu as parlé. Je vais pouvoir parler. Voilà, mais tu as Vas-y, vas-y. juste 2 secondes. Voilà, non, mais ça n'a rien à voir avec Non, le régime de Mussolini. Le fascisme, Non, c'est mais Mussolini, c'est- comme Faut le pas le dire à nazisme. moi. Comme le nazisme, c'est Hitler, simplement, de dire cela. Après, sur la liberté d'expression, on a eu ce débat déjà. Je continuerai à maintenir que la liberté d'expression a certaines limites, elle a ses frontières. On Et parlait, qui les pose? on parlait de Qui est frontières. légitime pour les poser? Simplement la loi. Ah, Marc, mais la loi est faite par qui? Des hommes. bah, oui, simplement, il n'y Ah, a pas. Donc ça revient à dire Il n'y a qui- pas d'autorité Ouais. suprême, je veux dire. C'est toute la Dieu. complexité de la chose. Donc il y a des lois qui sont faites, qui sont à mon goût plutôt bien faites. De La loi tolérer, Guesso, par exemple. de tolérer, c'est autre chose. De tolérer certains propos, pourquoi pas, mais là, ça va quand même au-delà, à certains égards, du raisonnable, mais il n'est Mais c'est en ta limite du aucun- raisonnable, Hugo. il- Pourquoi tu veux l'imposer? Alors, tu as ce don de me couper la parole, ce qui est assez agaçant d'une part. D'autre part, si je peux finir, en Vas-y, aucun vas-y. cas, il n'est question d'enfermer, de sanctionner financièrement Jean-Marie Le Pen. La sanction, si elle existe, est avant tout, je dirais, morale. Voilà, on lui reproche une faute morale, on ne lui reproche aucun débordement légal. Et je pense qu'il est assez intelligent. S'il a une intelligence, c'est bien celle de ne pas s'extraire du cadre de la loi. Il a pourtant été déjà condamné, il me semble. Sur le coup. Après, il a été condamné pour d'autres propos. Il a sûrement des... Pas si intelligent que ça, alors. Jean-Marie Le Pen. Ah bah ça, c'est toi qui le dis. Sur le coup, je pense qu'il est aussi sûrement l'as comment dire, des procès, etc. Et donc qu'il se réserve et doit avoir des conseillers également pour restreindre sa liberté d'expression, comme tu veux appeler cela. Je pense simplement de dire une chose avant que tu reprennes la parole, de dire une chose sur une des phrases que j'avais mises en exergue, à savoir il faut impérativement nous entendre avec la Russie pour sauver l'Europe boréale et le monde blanc. De dire déjà que ça va, si je ne m'abuse, en contradiction avec une autre citation de son interview qui disait « Nous sommes gouvernés par des immigrés, des enfants d'immigrés à tous les niveaux ». Et il citait Thierry Mariani, qui est italien, Manuel Valls, qui est espagnol. Donc des Européens blancs, des blancos, des whites, etc. Comme disait ce cher Manuel Valls par ailleurs. Et deuxième chose, je lisais un article il y a ça 2 jours qui disait que l'Européen n'est blanc que depuis 8000 ans. Ça fait quand même assez peu de temps que nous sommes blancs, donc je pense que toute cette question de la race et du monde entre guillemets blanc est à relativiser, et je pense que Jean-Marie Le Pen et ce genre de politiciens et de penseurs politiques auraient intérêt à revoir l'histoire du monde sur le long terme pour voir que cette question de la couleur de peau et de la pseudo-civilisation est tout à fait minime dans la grande histoire, l'histoire voilà, du monde, l'histoire naturelle. Enfin, notre civilisation, elle est quand même plus récente que 8000 ans, quand même. Mais après, bon, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail des propos de Jean-Marie Le Pen. Pour moi, il a le droit... Enfin, on pourra en parler à la rigueur, mais pour moi, c'était pas ça dont il était question. Moi, je voulais plutôt pointer du doigt le côté diabolisation de ses propos, alors que, bon, voilà, il donne son point de vue. Pour moi, il donne son point de vue. Il les diabolise lui-même, ses propos. Hein. Ah bah non, c'est... Attends, moi j'ai... Il s'inscrit le clairement peu de dans fois une que j'allume ligne. ma télé pour Je veux dire, regarder BFM, non. c'est les Non. propos, les dérapages... Autant je veux bien concevoir que et puis Marine tout le Le monde Pen autour- a Attends. hérité d'un parti Regarde, et puis même les gens de qu'elle son a essayé propre de parti, dédiaboliser, les gens de son autant propre Jean-Marie Le parti. Pen l'a créé, Messieurs, ce parti messieurs. diabolisé. Justement, attends, parce que les Non, c'est gens, moi qui les gens de son présente. propre parti, le parti quand même dont il est le fondateur, il se fait Et voilà. chasser d'une manière, je trouve, qui est assez... Moi, je pense Il est qu'effectivement, président d'honneur, le FN va... Pour moi, maintenant, il va y avoir UMP, PS, FN, quoi. C'est-à-dire que le Tu FN conçois est un qu'il y a parti... l'UMP et le PS qui sont dissociés, c'est bien. Non, il y avait l'UMPS, et puis là, vous allez avoir l'UMP, PS, FN, quoi. Parce que là, avec ce que je viens de voir, je vois que le FN
est un parti qui est en train de se coucher mais je suis littéralement ravi de sur te justement l'entendre ces dire. dogmes dont on parlait. Et voilà, on ne cherche pas à débattre, etc. C'est pour pouvoir monter et grimper en politique, maintenant, il faut faire certaines concessions. Alors Hugo parlait de morale. Je veux dire, attends, la morale, c'est un truc religieux. Je veux dire, qui fixe la morale? La liberté d'expression, c'est tout le problème. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale. C'est pour ça que je suis pas pour qu'on ait Jean-Marie Le Pen. Et vu qu'il est particulièrement attaqué, bah, du coup, je me positionne en soutien. Voilà. Mais si tu cherches à créer un cadre à la liberté d'expression, en dehors de l'injure, de l'insulte, des choses qui peuvent être condamnables par la loi, et c'est une bonne chose. Mais quand on parle d'opinion, là on rentre après dans quelque chose du délit d'opinion. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire certaines choses, mais d'autres choses vous n'avez pas le droit. Et alors, qui va fixer ces limites-là? Qui va dire, t'as le droit de dire ça, mais t'as pas le droit de dire ça, qui peut prétendre avoir la légitimité pour fixer ce cadre-là? Pour moi, c'est pas possible. C'est tout bonnement pour ça que je suis pour la liberté d'expression totale et pour celle de Jean-Marie Le Pen. Et personnellement, ce qu'il dit ne me choque pas. Je ne suis pas choqué par ce qu'il dit. Il parle qu'on est gouverné par des enfants d'immigrés, mais c'est pas complètement faux, je veux dire. Oui, et puis quand il parle il a donné des noms, c'est vrai, je veux dire. Bon, après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, ce que je constate, c'est qu'on est dirigé par une bande d'incapables. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils soient immigrés? Peut-être que des universitaires, ça serait votre rôle d'essayer de faire des études, de voir s'il y a des corrélations entre le fait qu'on soit fils d'immigrés, est-ce que du coup, je sais pas, on se sent moins appartenir au pays, on se sent moins impliqué. Je veux dire, ça peut être une thèse qui se tient d'un point de vue logique, d'un point de vue moral. Qui peut juger de la morale Bon, pour moi, c'est un sujet qui se tient et qu'on a le droit de défendre. Alors, d'autres personnes auront le droit de dire que c'est immoral, que c'est pas bien, que c'est raciste. D'accord, si vous voulez, mais laissez les gens parler. Moi, je pense qu'on devrait tous condamner cette espèce de diabolisation qui est faite. On devrait tous s'amuser de ces journalistes. Ils sont habitués à une espèce de déférence. Ils ont un pouvoir maintenant, les journalistes. Tout le monde se couche. Et ce sont des gens, en plus, parfois, qui sont très jeunes. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen, c'est quand même un vieux de la vieille, de politique, qui a quand même un parcours. Alors, on n'aime pas son parcours, il a un parcours. Et quand c'est une jeune journaliste qui a tout juste 30 ans, qui veut lui faire la leçon de morale pour lui dire « Et vous regrettez ?» Mais de quoi je me mêle, quoi? Alors, Jean-Jacques Bourdin n'est pas j'avais une autre personne en tête, mais je connais pas son nom, une blonde qui est à Canal, ou un truc... j'avais pas, mais même Jean-Jacques Bourdin, quelque part, n'a pas le parcours de Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il faut forcément être vieux pour pouvoir contredire. Non, mais je veux dire, à un moment, il y a quand même enfin, voilà, c'est mon opinion. C'est que pour moi, il y a quand même une hiérarchie, si tu veux, d'un point de vue du vécu, de l'expérience. Je veux dire, un jeune n'a pas l'expérience d'un vieux, quoi. Et donc, quand il s'agit de donner une leçon de morale, je trouve qu'ils sont bien mal placés pour le faire, surtout que ces journalistes-là... sans leur boulot à la télé, ils sont rien. Et ils le savent très bien, et c'est pour ça à mon avis... Un menuisier n'est rien sans son boulot de menuisier. Au moins, non mais je veux dire, au moins, son savoir-faire, et c'est pour ça que j'ai choisi ces domaines-là, il les garde avec lui, il les a, il ne dépend pas d'une autre personne. Un menuisier, une fois qu'il a appris à faire de la menuiserie, du moment qu'il a ses deux mains et qu'il a un peu de bois, c'est bon, quoi. Tandis que quelqu'un qui fait du journalisme, le journalisme, c'est un milieu très fermé, tout le monde se connaît. Je veux dire, tu te fais cramer sur un truc, c'est fini, plus personne veut de toi, tu perds ton boulot et tu vas pointer au chômage. Donc ces gens-là ne sont pas libres, et ces gens-là, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Enfin, sauf si vous êtes naïf et vous pensez qu'ils peuvent s'exprimer en toute liberté, ils n'ont pas la pression de leur hiérarchie, etc. Regardez, je vous dis, des gens comme Tadei, je veux dire, l'inquisition qu'ils ont eu à subir, ou là, plus récemment, Jean-Jacques Bourdin, qui du coup, face à Jean-Marie Le Pen, s'est comporté comme on attend de lui. Il reçoit Jean-Marie Le Pen, il le relance sur un truc, sur des propos qu'il a tenus il y a quand même un certain temps, sur un fait de l'histoire qui est complètement dépassé, où il reste très peu de gens qui ont vécu ça. C'est malsain, tout ça. Là, c'est l'instrumentalisation d'un drame de l'histoire à des fins politiques. Bon, ça s'appelle le sionisme, mais ça serait un autre sujet. Mais c'est... Et en fait, Jean-Marie Le Pen est un des... Alors, c'était Rivarol qui parlait... Je connais pas très bien Rivarol, je connais de nom, mais bon, du coup, je parlais pas trop de ça. Mais c'est toi qui disais, Hugo, qui parlait du dernier homme libre. D'une certaine manière, c'est vrai, c'est le seul, du coup, qui ne se couche pas. Donc, vous avez une friction. C'est-à-dire que là, on assiste à une tentative de soumission d'un vieil homme, quoi, qui, peut-être aussi parce qu'il arrive à un âge avancé, où il s'en fiche, puis du coup, il tient tête en s'amusant, quoi. Et moi, je trouve que c'est faire preuve de panache. Et ça m'amuse aussi, voilà. Et je n'ai pas peur de Jean-Marie Le Pen. Et je pense que si le fascisme arrive, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer, il n'est pas du tout
il n'arrive pas par là, ou par le Front National, ou par Jean-Marie Le Pen, ou des gens comme Gollnisch, par exemple, mais il arrive par ceux qui les montrent du doigt comme étant des fascistes. C'est-à-dire, pour moi, on est complètement dans un monde inversé, et c'est pour ça que c'est de plus en plus agaçant pour moi, pour des gens comme moi, d'assister à tout ça, parce que c'est une espèce de tartufferie générale, et c'est franchement usant. Je vais laisser Hugo te répondre et nous conclurons évidemment cette émission puisqu'il est 20h passé. Oui, il m'étonne assez peu finalement que Maxime n'ait pas peur de Jean-Marie Le Pen, entre guillemets le fasciste. T'en as peur, toi ? Tant je vois la proximité qui existe entre, d'une part, les différentes postures qu'adopte Jean-Marie Le Pen, qui sont rejointes par la posture générale de Rivarol. Il ne s'est pas interviewé par ce journal par hasard. Et d'autre part, la posture générale de Maxime, qui en tout point appartient à l'extrême droite. Similaire sur ces points-là, vu que sans les évoquer un par un, tu as quand même corroboré l'essentiel des propos qui étaient évoqués d'une manière ou d'une autre. J'ai dit que les propos de Jean-Marie Le Pen ne me choquaient pas. Après, ce ne sont pas mes déclarations. Il faudrait qu'on évoque les sujets en particulier pour que je m'exprime dessus. Mais pas ce soir. Hein. Voilà, pas ce soir. Mais voilà, je veux dire qu'on n'assimile pas les propos de Jean-Marie Le Pen à ce que je dis. Maintenant, moi je pense que là, pour faire preuve de justice, faire preuve de justice pour moi aujourd'hui, c'est soutenir Jean-Marie Le Pen. Voilà. Même si peut-être en d'autres circonstances, j'irais plutôt à l'encontre. Après, juste une chose à rajouter, parce que le procès est assez injuste, je trouve, de la part de Maxime, de dire que simplement, on le laisse parler. Jean-Marie Le Pen, il y a eu 2 tribunes magnifiques qui ont d'ailleurs eu un écho exceptionnel, qui doit sacrément lui plaire. Mais d'ailleurs, c'est aussi notre droit, et le droit de chacun, de revenir sur ses propos. Ah, mais c'est ce que je disais. On a le droit, bien sûr. Ah, mais tout à fait. Et de rappeler qu'évidemment, il a accepté la demande d'interview de Jean-Jacques Bourdin, il a répondu à ces questions. Moi, c'est les réactions. La liberté de l'expression, c'est également celle du journaliste, et en l'occurrence Jean-Jacques Bourdin, de poser les questions qu'il souhaite et de laisser Jean-Marie Le Pen y répondre. Alors, je n'ai pas vu l'interview, je ne vous le cache pas, donc je ne sais pas à quel point il l'a laissé répondre à ces questions, puisqu'on sait que les journalistes essayent souvent de canaliser un peu leur invité et de les faire aller sur certains terrain, mais voilà, globalement, Jean-Marie Le Pen a pu s'exprimer en tout cas. Il avait d'ailleurs une perche presque tendue pour... Non, mais c'est pas la liberté de Jean-Marie Le Pen qui est en danger, il l'a prouvé d'ailleurs, puisqu'il se laisse pas intimider. C'est celle plutôt c'est plutôt... Ah non, mais ça, c'est les réactions et le cadre qui se crée tout autour que je dénonce comme étant malsain. Pour moi, ça va se répercuter plutôt sur le monde du journalisme, par exemple. C'est-à-dire qu'on va assister de plus en plus à ce genre de cirque qui a plutôt à voir avec de l'inquisition qu'à de l'authentique journalisme. Parce que maintenant, les journalistes, attention, ils ont les exemples en tête, justement, de Jean-Jacques Bourdin, qui s'est fait taper sur les doigts avec l'affaire Dumas, Tadei avec les autres histoires, Dieudonné, Nab, Tarek Ramadan, etc. Et il y a certains sujets, il vaut mieux les éviter, ou quand on les aborde, il y a une vérité, il y a une pensée unique qu'il faut donner. Et voilà. Et donc là, Jean-Jacques Bourdin, il a joué son rôle, parce que dans la pensée unique, effectivement, Jean-Marie Le Pen doit être perçu comme un antisémite, raciste, etc. Quand je disais fasciste, effectivement, moi-même, je sais que c'est pas du fascisme, je sais à quoi fait référence le fascisme, mais que c'est le mot qui est généralement utilisé, à tort justement, pour désigner en gros l'idéologie, je veux dire la pensée de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Bon, et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir débattu ce soir, une émission riche en sujets. Merci Marc, merci Hugo, merci Maxime. Chacun se fera donc son idée sur ces différents sujets. En tout cas, merci de les avoir alimentés de vos réflexions. Vous pouvez retrouver Politiquement Incorrect sur le Facebook, Politiquement Incorrect, et sur Twitter Incorrect. Je vous informe que la semaine prochaine sur le campus de Marne-la-Vallée ont lieu les 10 ans de la vie étudiante, une soirée le jeudi prochain justement, en début de soirée, en fin d'après-midi, dès la fin d'après-midi, pour fêter les 10 ans de la vie étudiante, avec notamment le service de la vie étudiante, avec les associations de la fac. Une émission, Hugo, a priori, que nous essaierons de réaliser à l'occasion de ces 10 ans de vie étudiante. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots ou... Oui, il y aura une émission en direct de 20h15 à 22h environ, a priori animée par Robin et Clément, qui recevront les différents acteurs de la vie étudiante sur le campus. On pourra revenir avec eux pendant 2 heures sur ces 10 ans et puis sur le futur également
de la vie étudiante à Marne-la-Vallée. Et voilà, on espère qu'elle durera des dizaines d'années de plus encore, évidemment. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'espère que ma voix reviendra assez rapidement. Et merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette émission et d'avoir réussi à suivre cette émission avec cette voix un peu chancelante, carrément d'ailleurs même. Mais ça donne un certain charme. Oui, mais à je vous l'émission. assure que ça donne pas du tout un certain charme à ma tête qui a très très mal. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.